Bonjour, on va voir aujourd'hui le cours d'immunégite purulente chez l'enfant. Et donc, c'est l'immunégite purulente bactérienne chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on entend par l'immunégite purulente chez l'enfant? Donc, c'est une infection d'immunège et du liquide céphalorachidien par des bactéries. Donc, c'est la bactérie qui infecte l'immunège et le liquide céphalorachidien. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic et le traitement encore se fait tardivement, on va voir. Ce qui est cause de mortalité élevée, et pour les survies, on a des séquelles et qui sont fréquentes. Le pronostic est amélioré par un diagnostic précoce et une prise en charge précoce avec une antibiothérapie adaptée. Et c'est tout l'intérêt de la prévention pour éviter cette infection par la vaccination. Comment se fait la contamination d'un porc dental? Soit par voie sanguine, avec bactériémie et septicémie, soit il existe une porte d'entrée, souvent au oreille, par contiguïté, soit directement la porte d'entrée, une brèche, traumatisme, malformation. Ou bien il y a des terrains qui sont prédisposés, qui ont une diminution de par immunocompétence du LCR, avec absence des immunoglobulines G du macrophage, et facilité par la dissémination bactérienne. Voilà ici, juste un rappel physiologique. On a la peau, le crâne et les méninges. Et en cas de méningite, il y a entrée. Nous, on va traiter dans un premier temps bactérien. Il y a entrée du bactéries et du virus pour entrer, attaquer les méninges, et on a l'inflammation cérébrale. Le diagnostic du méningite de l'enfant. On va voir chez l'enfant, chez le nourrisson et chez le nouveau. Pour le grand enfant, tableau second typique, comme l'adulte. Le début, il est brutal. Un syndrome fébrile, 39-40, avec altération de l'état général. Un syndrome méningifranc, sous forme de céphalie, vomissement, avec raideur méningique, raideur de la nuque, trompe, et ce qu'on appelle le signe de Kernig et de Bredzenki. L'enfant est courbé sur lui-même, c'est l'attitude d'un chien de fusil. Voilà, avec des signes neurologiques au début, discrets, sous forme de somnolence, et à l'examen, et la tension, il faut examiner la tension et tout le corps. Parfois, il s'agit de formes graves septicémiques, sous forme qui peut se manifester que par des taches qu'on appelle des purpura fulmineuses. Cherchez un herpès labial, voilà. Il faut, ce qui est très important au début, si on suspecte une méningite pour les taches purpurées, il faut les repérer parce qu'on a une extension rapide, rapidement extensive. Et c'est la caractéristique du purpura fulmineuse. Cherchez un foyer, on a dit la porte d'entrée au niveau oreille et pulmonaire ou une brèche à l'autre localisation. On a vu l'enfant, maintenant c'est le nourrisson. Comment il se manifeste? Le diagnostic est plus difficile, parce qu'il n'y a pas de tableau typique. Et en cas de forme typique, le début, parfois progressif, se forme rien qu'une rhinopharyngite, fièvre plus constante, des troubles digestifs. Méningite peut se manifester au début par des vomissements, diarrhée avec fièvre, troubles digestifs, un refus de téter, de boire, des cris incessants qui reflètent l'hyperesthésie cutanée, et des convulsions. Là aussi, juste pour la fièvre, qui est plus constante, qui est la caractéristique de la fièvre liée à une méningite.
C'est une fièvre mal tolérée, insupportée par le nourrisson. À l'examen, parfois on trouve chez le nourrisson une raideur avec le gîte de la tête en arrière. Parfois il est mort parce que le nourrisson, à la différence du grand enfant, la fontanelle antérieure, normalement qui se ferme chez le nourrisson entre 12 et 18 mois, quand il est ouverte, il est tendue, battante. Il faut savoir l'examiner en position de nuit assise, en dehors des cris, et lorsque le nourrisson est calme, vous posez votre pouce, le doigt sur la fontanelle, et elle est battante. Parfois, on a une fixité de regard, avec plafonnement du regard au haut. Parfois, c'est du purpura. Et il faut toujours, on insiste, il faut le repérer parce que c'est une forme grave. Chez le nourrisson toujours, parfois, forme moins évocateur, sous forme d'une déshydratation, diarrhée, vomissement avec déshydratation, des convulsions avec fièvre isolée, ou bien carrément une fièvre isolée, vomissement et trouble de vigilance ou irritabilité. Au moindre doute, si vous doutez sur la méningite, il faut faire la ponction lombaire parce que c'est la ponction lombaire qui confirme le diagnostic. On a vu le grand enfant, le nourrisson, voyons maintenant le nouveau-né, cause fréquente de mortalité, complique 30 à 30% des infections materno-fœtales et 70% des infections postnatales. Infections materno-fœtales, on a déjà vu dans les infections materno-fœtales, c'est entre 0 et 7 jours. Postnatale, c'est au-delà de 7 jours de vie. Les signes évocateurs. Aucun signe n'est évident, constant et spécifique. Parfois, c'est des troubles de la conscience, des convulsions isolées, abolition des réflexes archaïques, une hypotonie généralisée et parfois rien que bombement de la fontanelle antérieure. Une infection chez le nouveau-né, nourrisson en particulier, moins de 3 mois, c'est une septicémie. Et donc, qui peut avoir différentes localisations liées contre la localisation méninge. Et donc, PL systématiquement devant toute septicémie du nouveau-né ou bien au cas de fièvre isolée. Chez le nouveau-né, pour les méningites néonatales tardives, c'est-à-dire quelques jours à quelques semaines après la naissance, on peut avoir des troubles digestifs, fièvre, souvent c'est la fièvre, les signes de méningite tardive et parfois des signes neurologiques peuvent être tardifs. Voilà ici sous forme de photo. Qu'est-ce qu'on peut avoir chez le grand enfant? Photophobie, et céphalie, raideur de la nuque, purpura, rouge violet. La caractéristique du purpura, c'est qu'il est rouge violacé, extensible. Parfois, on peut avoir des signes digestifs nosocomicinaux, et la triade classique, signe diagnostic, la raideur, vomissement, altération de l'état général. Chez le nourrisson, qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, la fièvre, un visage inexpressif, fièvre, et ici, il est mal toléré. Et on le voit sur le visage, avec des signes cliniques de nourrisson, avec des cris, parfois des signes neurologiques, des signes digestifs, somnolence, des convulsions, parfois un état de choc, avec des extrémités froides, tachycardie. Ici, juste pour vous expliquer la contamination des méninges par les bactéries et les signes cliniques qu'on vient de voir. Et donc, chez un sujet normal, le liquide céphalorachidien, il est clair, normalement, il est clair en eau de roche, comme de l'eau. Quand il est infecté, il change de couleur, il est soit liteux, parce qu'il contient des bactéries, troubles. Voilà, la première des choses à faire pour confirmer le diagnostic, c'est la ponction lombaire. On prend du LCR pour faire l'analyse. Il faut en général 3 tubes.
la bactérie, la chimio, la cytologie. Voilà, 3 tubes. Hein. Et la position, elle est très importante pour faire cette fonction lombaire. En général, entre L4 et L5, un sujet qui est courbé pour dégager l'espace intervertébral et à travers une aiguille qui est dirigée en haut, voilà, et on arrive au niveau du LCR pour retirer du liquide céphalo-rachidique. Voilà toujours comment faire la ponction lombaire. Voilà. Une aiguille. Voilà, ici, normalement, il faut une personne qui tient le bébé, qui est courbé, avec, si on a besoin, pour calmer le bébé, un antalgique local, IMLA par exemple, et un habillage stérile, avec un calot, une bavette, parce que pour ne pas contaminer le SR, il faut l'asepsie préparer d'avance un plateau stérile. Voilà, on retient 3 tubes. Soit normalement, l'aspect du SR orange, clair. Et en cas de méningite, soit il est double, soit xanthochromique, soit hématique. Et là, soit c'est une hémorragie ou bien s'il coagule immédiatement, c'est une hémorragie, sinon PL, pour distinguer entre la PL traumatique ou bien si c'est normal, il faut avoir l'analyse pour chercher la cause. Voilà. La première analyse du SR, c'est l'aspect. Normalement, il est clair. Quand il est purulent, louche ou autre xanthochromique, il faut noter sur une méningite. La cytologie, qu'est-ce qu'on a? Une hyperleucocytose, en général entre 500 et 2000 par minute. Les polynucléaires, c'est normal, ils sont altérés parce qu'on est d'une méningite bactérienne. Ou bien, c'est une méningite décapitée parce qu'il a pris des antibiotiques inadaptés qui a décapité la méningite, et on dit la forme panachée, 50% de polynucléaire et 50% de lymphocytes. La chimie, l'albuminorachie est augmentée au-delà de 1 g par litre, la glycorachie est diminuée, moins de 50, parce que la bactérie, c'est elle qui consomme le glucose. Et l'idéal, quand on fait la ponction lombaire, il faut faire en concomitance une glycémie pour calculer cette hypoglucorachie. Et on fait le rapport de glucorachie sur la glycémie. Quand il est inférieur à 50%, on dit que c'est une hypoglucorachie et c'est un signe primordial pour l'orientation vers une étiologie bactérienne. Voilà ici tout ce qu'on vient de dire sous forme d'un tableau. Le SCR normal, en cas de méningite bactérienne et en cas de méningite lymphocytaire. Le cours suivant, c'est les méningites lymphocytaires, c'est-à-dire soit virale, soit tuberculeuse. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? La cytologie un peu élevée par rapport en cas de infection bactérienne, par rapport en cas de méningite virale ou tuberculose. Pour la glycorachie, en cas de SCR, elle est normale, diminuée en cas de méningite purulente et normale en cas de méningite lymphocytaire, en cas de virus ou de BK. Pour les protéides, elles sont normaux, augmentées en cas de méningite bactérienne et un peu élevées en cas de méningite lymphocytaire. Donc, les germes, voyons maintenant les germes les plus fréquents dans notre contexte. En cas de SCR normal, il n'y a pas de germes. Mais les germes, et c'est important parce qu'on va donner un antibiotique. Quels sont les germes bactériens les plus fréquents chez l'enfant? C'est le méningocoque, c'est le type B qui est fréquent dans notre contexte, le pneumocoque, le streptocoque B, et puis l'hémophilus et d'autres germes. Pour les méningites lymphocytaires, comme j'ai dit, qu'il y a plusieurs germes, mais c'est surtout dans notre contexte, c'est le viral
hein, il faut chercher le contexte. Attention, on est un pays d'endémie pour la tuberculose. Et on va voir dans le chapitre des méningites lymphocytaires, les méningites virales et tuberculose. Voilà, la bactériologie, normalement, l'examen direct de la culture, mais il a un très grand intérêt. Une fois qu'on a le gel par la bactérie, c'est facile de traiter. La recherche d'antigènes solubles, hein, et il a un intérêt, c'est une méthode facile, rapide, hein, il a tout l'intérêt en cas de méningite décapitée. L'hémoculture, c'est très important, parce que c'est une méningite bactérienne. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le gel. Et parfois, on ne trouve pas du gel dans le LCR. Et l'hémoculture va nous aider, hein, dans la majorité des cas, à trouver un gel pour donner le traitement adéquat, adapté au gel soupçonné. Si on fait l'hémogramme, on trouve l'hyperleucocytose à prédominance polynucléaire. La CRP est augmentée. Hein. La CRP, elle a un intérêt, d'abord, pour l'intérêt dans le suivi thérapeutique du malade. Et c'est la cinétique de la CRP qui est importante après traitement. On fait aussi, on a recours à l'ionogramme sanguin, hein, la radio de thorax, hein, chez le nouveau-né, un ECD, fibromogène et les plaquettes. Voilà. Diagnostic différentiel, on a les méningites lymphocytaires. Hein, si les méningites virales, attention encore une fois, la méningite tuberculeuse ou bien une lésion intracrânienne. Parfois le LCR il est normal en cas, hein, de méningisme. Hein, c'est le cas par exemple de pneumonie, hein, franche, lobaire, aiguë. Les formes cliniques, les formes symptomatiques, on a des formes frustes, hein, formes suraiguës fulminantes, ou bien à début sous forme de convulsion, surtout chez les nourrissons. Hein. Les formes évolutives, hein, c'est le cas le plus grave, hein, purpura fulminante, c'est surtout le méningocoque, type B dans notre contexte, qui se manifeste sous forme d'un état de choc avec hypotension, hein, voire coma. Hein. Attention au purpura nécrotique de couleur rouge violacée, extensif, rapidement extensif. Hein. C'est la forme évolutive, hein, de méningite. Voilà, des images purpura fulminante, rouge violacée, hein, rapidement extensif, hein, toutes les localisations, hein, au niveau du membre. Donc, les formes récidivantes, c'est surtout le pneumocoque, le staphylocoque, hein, les causes, hein, et chercher le terrain prédisposé, surtout le déficit immunitaire. Selon le gel, le nourrisson, on a 3 gels, le méningocoque, le pneumocoque, l'hémophilus. Hein, chez les méningites, un méningocoque au cérebrospinal, hein, dans notre contexte, il y a 3 sérotypes, c'est le type B qui est, hein, fréquent, hein, en faveur, hein, signe en faveur, syndrome infectieux brutal, hein, syndrome méningifront et pur, herpès péribucal, des taches purpuriques, hein, contexte d'épidémie, hein, ou bien quand on fait le LCR, le laboratoire vous répond que c'est un coccygramme négatif. L'hémophilus, deuxième rang le plus fréquent, hein, chez le nourrisson, moins de 3 ans, en faveur début insidieux, hein, une otite, une pleuropneumopathie, des épiglottites, une épiglottite aiguë, des complications et sont fréquentes. Hein, le laboratoire vous répond à l'examen que c'est un bacille gram négatif. Hein, avec la caractéristique, la résistance à l'ampicilline par sécrétion de bêta-lactamase. Hein, la vaccination dans notre pays a fait réduire les méningites à l'hémophilus influenzé de type B. Donc, pour le pneumocoque, c'est la 3e place en faveur du pneumocoque. Et l'existence d'une porte d'entrée, ORL, otite, pneumonie, ou méningite récidivante, des signes neurologiques graves sous forme de coma, convulsions,
le LCR, l'examen, on trouve coccigramme positif en diplocoque. La résistance de plus en plus à la pénicilline. Le Maroc, on note, selon les études nationales, une résistance de 9 à 13%. Le pronostic est sévère. Pour le nouveau-né, les 3 germes soupçonnés, c'est l'Escherichia coli, le streptocoque B et l'Listeria monocytogène, comme on peut avoir d'autres gènes à type d'entérobactérie, Proteus, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas et le staphylocoque. Avec des complications qui sont graves. L'évolution. Sous surveillance, normalement, une fois traité à temps, le diagnostic précoce et traitement précoce, une bonne évolution. Une fois traité, il faut une surveillance clinique, l'état hémodynamique, l'état neurologique et une surveillance biologique. La PL, actuellement, on ne la fait pas systématiquement après 48 heures, sauf si une forme qui n'a pas répondu au traitement, compliquée, ou forme inhabituelle. La surveillance radiologique chez le nourrisson, il faut faire l'échographie transfontanelle, profiter de la fontanelle antérieure qui est ouverte, la TDM, si nécessaire en cas de complication. L'évolution favorable, on a une amélioration de l'état clinique, la correction, la stérilisation du LCR dans les 48 heures et une augmentation de la glucorachine, la guérison en général sous antibiothérapie adaptée de 7 jours pour le méningocoque, 10 jours pour le pneumocoque et l'hémophilus. Les complications, on peut avoir des complications infectieuses, surtout septicémie, des arthrites, péricardite, pleuropneumopathie, des complications générales, à type d'état mal convulsif, convulsion, collapsus, syndrome de sécrétion inappropriée, la DH, des complications neurologiques se forment, épanchement pseudural, hématome pseudural, une hydrocéphalie avec ces signes cliniques, un empien, abcès ou abcès cérébral, des ventriculites, ou autres complications à moyen et à long terme, à savoir la cécité, la surdité. C'est pour cela qu'il faut un suivi à long terme des méningites quand on fait le diagnostic. On peut avoir aussi un retard psychomoteur, des épilepsies, et le traitement, il consiste en une antibiothérapie qui vise le germe, la bactérie soupçonnée, qui a une bonne diffusion au niveau du LCR, posologie suffisante par voie intraveineuse. Les antibiotiques utilisés, c'est la PNJ, qui est active sur le méningocoque, le pneumocoque et le streptocoque B. Les amoxicillines, ampicillines et les amoxicillines qui sont actifs sur le méningocoque, le pneumocoque et l'hystéria et le streptocoque. Les phénicolés qui ont une bonne diffusion cérébrale sont utilisés en cas d'allergie à la pénicilline. Leur limite, l'activité moins sur le pneumocoque à sécrétion diminue au pneumocoque. Donc, la cifotaxine, ciftriaxone, les avantages, ils ont la concentration minimale basse, traverse la barrière méningique, active sur le méningocoque, le streptocoque, l'hémophilus producteur au nom de bêta-lactamase. Donc, les inconvénients de céphalosporin troisième génération, ils sont le coût élevé, inactif en monothérapie sur le pneumocoque, au niveau résistance à la pénicilline. Les aminosides, effet systémique en cas de septicémie chez le nouveau-né, un nourrisson moins de 3 mois, il faut ajouter, c'est une septicémie, bithérapie, y compris les aminosides, gentamicine, méthicilline, tobramycine et les amikacines. Maintenant, vous voyez une conduite du traitement. Antibiothérapie au début, une fois la ponction faite, probabiliste. Qu'est-ce qu'on vise chez le nourrisson de moins de 3 mois? C'est l'hémophilus,
C3G et phénicoline en deuxième intention. Chez l'enfant supérieur à 3 ans, antibiothérapie, on vise le pneumocoque et le méningocoque. En absence de signes de gravité, on peut donner les amoxicillines ou ampicillines. Pour les méningites à méningocoque, on donne les amoxicillines, sinon ampicillines, ou pénigine ou phénicoline. Les méningites à pneumocoque, en absence de signes de gravité, on donne les amoxicillines ou les ampicillines. Et s'il y a des signes de gravité, deux situations, présomption de pneumocoque à sensibilité diminuée au pneumocoque, on donne des C3G, céphalosporine de troisième génération, pas de risque de sensibilité diminuée au pneumocoque, on donne des phénicolines, et si pas d'amélioration, on donne les céphalosporines de troisième génération. Pour les hémophilis influenzae, on donne les céphalosporines de troisième génération, en deuxième intention, thiamphénicoline, mais restez vigilants, ces cultures positives, après 48 heures, on donne les céphalosporines de troisième génération. Ces germes bêta-lactamase négatifs, on donne les amoxicillines. Les méningites non compliquées pour la durée, c'est important. Méningocoque, 7 jours, la durée de traitement. Pneumocoque l'hémophilis, 10 à 15 jours. Pour les germes non identifiés, 10 à 15 jours. C'est la durée totale du traitement en cas de méningite non compliquée. Chez le nouveau-né, on a dit c'est une septicémie, c'est une bithérapie. Il faut les 3 germes, le streptocoque B, l'hystéria. On donne les amoxicillines plus aminoside. Pour les méningites tardives, on soupçonne les entérobactéries et on donne donc les céphalosporines de troisième génération plus les aminosides. Traitement selon le germe aussi. En cas de méningite à streptocoque, c'est les amoxicillines plus aminoside. Pour les méningites à entérobactéries, céphalosporine de troisième génération plus les aminosides. La durée de traitement pour les bêta-lactamines, 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, chez le nouveau-né et le nourrisson moins de 3 mois. Pour les aminosides, entre 7 et 10 jours de traitement. La place de la corticothérapie paraît réduire des séquelles. L'indication en cas de méningite à hémophilis ou à pneumocoque. Chez le nourrisson traité par céphalosporine de troisième génération, on donne la dexaméthasone intraveineuse, 0,15 mg par kg par dose pour 6 heures. La durée est de 2 à 4 jours. La première injection, il faut la donner avant l'antibiothérapie, 15 minutes avant. Il ne faut pas oublier, à côté du traitement du gel étiologique antibiothérapie, le traitement général, la voie veineuse, la restriction et des complications neurologiques, le traitement d'un état de choc, collapsus, remplissage, drogue vasoactive, les antipyrétiques, anticonvulsivants et les anticonvulsants. Le traitement prophylactique, le mieux, il vaut mieux prévenir que guérir. En cas de méningite, donc un méningocoque, déclaration d'abord obligatoire et isolement du malade, traitement du sujet en contact par la spéramycine, rifampicine et vaccination contre le germe en cas de méningocoque A, et au cas par cas, selon les cas d'épidémie ou non. En cas d'hémophilis, vaccination, déjà, il est intégré dans le programme national d'immunisation chez tous les nourrissons. Avant l'âge de 1 an, on donne 2 à 3 injections plus un rappel à 12 mois. Le traitement des nourrissons en contact non vaccinés par la rifampicine et la vaccination. En cas de pneumocoque, sujet à risque, il y a des sujets à risque, le drépanocytose, splénictomésie, on donne la vaccination pneumo 23 et pénicilline orale comme traitement prophylactique. En cas de méningite du nouveau-né, c'est la prévention des infections maternelles futures. En conclusion,
C'est une pathologie, la méningite purulente, c'est une pathologie qui est fréquente, grave, mortelle. Et pour les survivre, on a des séquelles graves. Hein. Le pronostic dépend de la précocité et de la prise en charge précoce et adéquate. C'est tout l'intérêt de la prévention par la vaccination. Et je vous remercie. Mais en passant, méningite maintenant à liquide clair. On a vu les méningites purulentes. Maintenant, c'est une méningite à liquide clair. On appelle aussi, ils appellent méningite lymphocytaire. Elles sont fréquentes. La prédominance virale, attention à la tuberculose dans notre contexte. Et pour aboutir au diagnostic, c'est tout l'intérêt de l'interrogatoire, de l'examen clinique et l'examen paraclinique. Et nous insistons aussi encore là sur l'intérêt de la prévention. Hein? Commençons les méningites à liquide clair. On va insister sur les méningites tuberculeuses et les méningites virales. Pour la tuberculose, hein, il est fréquent à tout âge, surtout dans notre contexte. On est un pays dans 10 000. Hein. Tableau clinique variable, parfois simple méningite, un syndrome méningique classique sans signe neurologique basilaire ou encéphalétique. Hein. Méningite basilaire, qu'est-ce qu'on entend? Hein. En plus du syndrome méningique, il y a déficit d'hypercrânien, surtout hein, oculomoteur, le 3, le 4 et le 6, avec des troubles de régulation centrale, hein, tels la température, la fréquence respiratoire, la tension, le temps de coloration, blocage des voies de circulation du SCR, et on a une hydrocéphalie. Comme on peut avoir un tableau de méningo-encéphalite, hein, avec des signes d'hypertension intracrânienne très marqués, des troubles profonds de la conscience, des signes neurologiques en foyer, et on peut avoir un état de mal convulsif. Quels sont les arguments diagnostiques? Hein? D'abord, hein, épidémiologique. Hein? Est-ce qu'il a fait la BCG ou non? La BCG, un vaccin contre BCG, et protège contre les formes graves de la méningite, de la tuberculose, c'est-à-dire la méningite tuberculeuse et la miliaire tuberculeuse. Est-ce qu'il existe pour aboutir au diagnostic un comptage tuberculeux massif, hein, une maman, un parent, un frère, une sœur, l'entourage, hein, notion de tuberculose ancienne ou récente? Cliniquement, la caractéristique de la méningite tuberculeuse, un début progressif, une altération de l'état général, trouble de l'humeur, du comportement, une apathie, une tristesse, un syndrome neuroméningique. Sur le plan paraclinique, on fait l'intradermal réaction. Hein, il est positif, pas toujours. Autre localisation tuberculeuse, respiratoire, hein, le plus souvent miliaire en particulier. C'est pour cela, parmi les bilans paracliniques, on demande la radio du poumon de face, chercher les tubercules de Boschur par un fondeux, et pour la confirmation, on fait une ponction lombaire pour l'étude du SCR. La caractéristique, l'albuminorachie qui est élevée, une hypoglycorachie, et au niveau, on a vu l'analyse du SCR, une lymphocytose. Une glycorachie, à la différence des méningites virales, on a une hypoglycorachie. Le traitement antituberculeux, protocole de RH-Z4RH, rifampicine, isoniazide et pérazinamide, 2 mois, puis 4 mois. Des mesures de réanimation plus traitement de l'hydrocéphalie en cas de complications. L'évolution clinique et biologique, une amélioration très lente sur une durée qui s'étale de 3 à 6 mois. Voilà notion les méningites à germe pyogène décapité par une antibiothérapie. C'est-à-dire, c'est une table de méningite qui a pris les antibiotiques, mais qui est décapité. Soit c'est pas l'antibiotique le bon choix, soit c'est pas la bonne dose. Et on a donc des méningites décapitées. Donc
mis à posologie d'antibiotiques faibles ou une durée insuffisante. Hein. Et tout l'intérêt ici de l'antigène soluble, hein, parmi les examens paracliniques, parmi les ailes. Voyons maintenant les méningites virales. On a dit que c'est des méningites à liquide clair, lymphocytaires, et sont fréquentes à tout âge. Hein. Tableau clinique il est variable. Hein. Méningite simple ou syndrome méningifébrile, hein, pur ou très marqué. Parfois un tableau de méningo-encéphalite, hein, avec des signes neurologiques en foyer. Le diagnostic devant un contexte d'épidémie, les signes d'infection virale, un contexte évocateur de vérose tels que les orions, poliomyélite, hein, infection herpétique, hein, on cherche les signes d'une infection virale et qui peut avoir une localisation méningique. Donc, la conclusion. Les méningites à liquide clair portées par la ponction lombaire. Attention de passer à côté d'une méningite bactérienne. Hein. Le tableau clinique et l'étude cytologique et bactériologique du SR orientent le diagnostic. Hein. Attention à la tuberculose, hein, dans notre contexte pour les méningites à liquide clair lymphocytaire. Le diagnostic de méningite virale doit rester un diagnostic d'élimination. Et tout l'intérêt de la prévention par la vaccination pour les méningites virales, le ROR, rubéole, rougeole et orion, et pour la tuberculose, le vaccin par la BCG qui protège contre les méningites graves, les formes graves de méningite, à savoir les formes graves de la tuberculose, à savoir les méningites tuberculeuses et la miliaire tuberculeuse. Maintenant, je vous propose une conduite à tenir devant un cas suspect de méningite bactérienne communautaire aiguë. Donc, devant une méningite bactérienne purulente, il faut passer par la clinique, la paraclinique, une prise en charge, une antibiothérapie adaptée et ne pas oublier le traitement adjuvant et le suivi parce qu'il y a des complications. On a vu les surdité, épilepsie et d'autres. Voilà un cas suspect de méningite bactérienne communautaire. La fièvre, il rejoint le tableau d'un adulte. Chez le nourrisson, elle est un peu difficile. Parfois, c'est une fièvre, on a dit fièvre mal tolérée, bombement de la fontanelle antérieure, des signes neurologiques, fixité de regard, et évaluer le degré de la gravité. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Un sepsis sévère, un choc septique, purpura nécrotique ou extensive. Si on a le purpura, il faut immédiatement, sans attendre le bilan paraclinique, donner l'antibiotique. Cifotaxine, 50 à 100 mg, remplissage avec 2 voies veineuses. Si 3 minutes plus tard, le purpura est stable, surveillance et examen complémentaire. Si aggravation, recours à la réanimation avec drogue, remplissage et drogue vasoactive. Maintenant, si on n'a pas de purpura, des signes cliniques de focalisation avec l'évaluation de score de Glasgow, GCS il est inférieur à 11, avec trouble de coagulation. Il faut faire, si oui, faire la TDM cérébrale et donner le traitement adapté. Maintenant, si on n'a pas de signe de focalisation, GCS supérieur à 11 et pas de trouble de la coagulation, on fait la ponction lombaire sur 3 tubes. Attention, recueillir. 1 pour la cytochimie, 2 pour la bactériculture et le 3 pour la PCR, pour avoir le sérotype. Voilà les aspects du LCR, les 4 aspects. Le LCR normal, il a un aspect clair, odorroche. Et en attendant le résultat, il faut démarrer le traitement, qui est entre 1 et 3 mois. C3G, c'est comme une troisième génération, intraveineuse plus la gentamicine. Si supérieur à 3 mois, on donne. Moins de 3 ans, on vise l'hémophilus. Et on donne cyclosporine de 3e génération. Au-delà de 3 ans, on vise le pneumocoque et
le méningocoque. Si on n'a pas de signe de gravité, on donne des amoxicillines ou ampicillines à double dose, 200 à 300 mg par kilogramme par jour en intraveneuse. Il n'y a pas de traitement par voie orale. Si signe de gravité, on donne des céphalosporines de troisième génération, 100 mg par kilogramme par jour. Donc, pour les méningites, on a vu soupçonné viral. Il faut faire le LCR. C'est un diagnostic d'élimination. Pour les méningites bactériennes, il faut voir d'autres gènes. Attention, pour les méningites à liquide clair, à la méningite tuberculeuse. Ne pas oublier de faire en concomitance de la ponction lombaire l'hémoculture systématique devant tout syndrome fébrile inexpliqué aux suspicions de méningite, avec numération formée sanguine et la CR. Voilà les antibiotiques, je vous laisse essayer les doses et les alternatives qu'il faut donner, et la durée de traitement pour chaque gène soupçonné. Voilà, quand est-ce qu'il faut donner le traitement symptomatique? On a traité, on a donné l'antibiotique, ne pas oublier le traitement symptomatique, la perfusion, la correction de la fièvre, les anticonvulsivants, la place de corticothérapie, donc il a une place pour éviter les complications, on l'a dit, en cas d'hémophilus, pneumocoque ou méningite bactérienne aiguë, sans certitude bactériologique, chez le nourrisson entre 3 et 12 mois. On donne la dexaméthasone intraveineuse 0,15 mg, 0,15 à 0,2 mg par kilogramme toutes les 6 heures, l'idéal 15 minutes avant de donner l'antibiothérapie. Déclaration obligatoire en cas de suspicion de méningite, l'antibioprophylaxie. En cas de méningocoque, on donne la rifampicine, la spéramicine ou la spéramicine, et il faut la surveillance. Une fois traité, en cas de méningite, on a dit qu'il donne des complications. Périmètre crânien, la température, l'état hémodynamique, l'ETF et le suivi au moins 6 mois à 1 an après, pour craindre l'apparition des complications à type de hydrocéphalie, empiée, abcès et d'autres. Surdité, donc il faut une surveillance au long cours. Voilà, j'insiste sur l'intérêt pour l'analyse du LCR et C, qu'on a déjà vu. Voilà. Pour la ponction lombaire de contrôle à 48, pas systématique. On l'a refait en cas de forme grave ou bien qui ne répond pas au traitement. Une évolution inhabituelle. Je partage avec vous les statistiques de la Société marocaine de pédiatrie pour les méningites. Voilà l'étude nationale des CHU du Maroc, y compris le CHU de Tanger. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Voilà, sur de 2012 à 2018, on a 360 cas de méningite à gel positif. On n'a pas inclus les gels, les méningites où on n'a pas de gel. Juste les gels positifs, on a trouvé un gel. Et qu'est-ce qu'on a? Les 3 gels. Méningocoque, et dans notre contexte, c'est le méningocoque B qu'on a trouvé, le pneumocoque et l'hémophilus qui est minime parce qu'on a introduit la vaccination dans le programme national d'immunisation. Voilà, en conclusion, les méningites purulentes, c'est des urgences médicales. Le pronostic est lié à la prise en charge précoce et adaptée. Le diagnostic est confirmé par la ponction lombaire. Nous insistons sur l'intérêt de la prévention et notamment la vaccination. Et je vous remercie.